quelques mots d'abord d'introduction. Vous savez, on a longtemps cru à la fin de l'industrie, comme d'ailleurs à la fin de l'histoire, selon l'expression et le livre bien connu de Fukuyama. Certains ont même espéré la disparition des frontières, des États, des nations, se sont loués d'une mondialisation heureuse, comme l'ineffable Alain Minc. Le libre-échange s'est ainsi transformé de méthode de commerce il y a 30 ans en véritable théologie avec ses dogmes, c'est-à-dire la supériorité du marché sur le politique, la supériorité des intérêts du consommateur sur la stratégie des producteurs, avec ses prédictions, c'est-à-dire, par exemple, la fin de l'industrie selon son modèle traditionnel, avec ses prêtres, comme Jacques Attali, qui visiblement a fait son aggiornamento il y a peu de temps, mais ce n'est pas la première fois qu'il retourne sa position, avec son catéchisme professé, diffusé par des journalistes qui ont été pendant longtemps frappés de cécité, mais qui commencent aujourd'hui à voir les choses sous un autre angle. Et puis enfin avec une finalité spirituelle, c'est-à-dire l'Union européenne, comme horizon indépassable de l'action, j'allais dire politique, non, de l'action non politique, et avec comme, si je puis dire, gardien des clés de Saint-Pierre, Jean Monnet comme figure emblématique de la construction européenne, lui qui a été, au lendemain de la Première Guerre mondiale, un trafiquant d'alcool, au moment de la prohibition aux États-Unis, puis qui a été l'ennemi le plus acharné du général de Gaulle, et enfin celui qui a, semble-t-il, d'après des journalistes bien informés, ayant lu les rapports confidentiels de la CIA, écrit sous la plume, écrit sous l'inspiration américaine le traité de 1957. Bref, l'usine, c'était le monde d'avant, celui des ouvriers en bleu de chauffe, aux mains sales, et bientôt d'ailleurs aux idées sales, un prolétariat qu'il fallait faire disparaître au profit des blouses blanches. Et puis la financiarisation de l'économie qui a accompagné ce mouvement des idées, le privilège du court terme, la nécessité de la dérégulation, la nécessité de l'européanisation, le déni de la guerre économique, le refus de voir la compétition économique comme un affrontement entre États, entre nations. Bref, on nous a servi en quelque sorte le triptyque du Front populaire, pain, paix et liberté à travers ce monde promis dans les années 90, sans se rendre compte qu'on allait perdre à la fois les libertés, la paix et le pain. Alors depuis quelques années, il y a des signes d'effondrement de cette vision du monde. D'abord, il y a un basculement du développement économique vers l'Asie. La guerre ensuite en Ukraine et avant l'épidémie de Covid ont fait comprendre aux États la question cruelle des dépendances stratégiques dans le domaine sanitaire, dans le domaine sécuritaire, etc. On a renoué avec cette vision classique, depuis au moins Thucydide, du tragique dans l'histoire humaine, et la nécessité de comprendre les rapports de force pour ce qu'ils sont. C'est le retour des stabilités sociologiques par rapport à l'idéologie du nomadisme. C'est le retour, surtout, pour notre sujet aujourd'hui, de l'industrie, des objets, des mythes qui accompagnent les objets, de la force de travail, et dans le fond, la redécouverte de ce carré magique que constitue l'industrie. Carré magique, c'est la garantie de nos indépendances ou de nos souverainetés technologiques. C'est la garantie de l'enracinement dans un territoire. C'est la garantie de la progression sociale, quand un ouvrier peut devenir contremaître et le contremaître ingénieur. Et puis enfin, c'est le moteur de la recherche, c'est-à-dire des progrès au service de l'humain. Alors, sur ce sujet, j'ai donc 4 intervenants. Loïc Le Floch-Prigent, qui a été un grand patron d'industrie, qui est encore industriel aujourd'hui par les conseils qu'il livre. Loïc, c'est d'abord un Breton, c'est aussi un patriote,
C'est l'homme que les cheminots reconnaissent encore dans les gares lorsqu'il prend le train. Il a été président de la SNCF, il a été président de Rhône-Poulenc, il était président d'Elf-Aquitaine et président de Gaz de France. Je crois qu'il n'y a pas de parcours plus singulier que le sien à tous égards. François Ewald, qui est à ma droite, ce qui ne veut rien dire ici, puisque vous savez, c'est comme les trottoirs de droite ou de gauche, il suffit de se retourner, et puis celui de gauche passe à droite. Mais François est un grand... François est un philosophe, mais un philosophe plongé dans le monde de l'entreprise. Il a été l'un des proches de Denis Kessler, président de la FFSA et vice-président du MEDEF. Il a fait un doctorat sur le risque. Et dans le fond, c'est un spécialiste de l'évolution des sociétés à l'aune du risque. Auprès d'Yves Perrier, avec lequel il a fait un ouvrage qui est remarquable. C'est l'un des meilleurs bouquins que j'ai lu depuis 10 ans. Quelle économie politique pour la France. C'est vraiment, c'est un livre remarquable dont il va nous parler évidemment tout à l'heure, qui est une sorte de traité de réindustrialisation. François donc a travaillé auprès d'Yves Perrier, ex-président de... Oui, mais a travaillé, travaille, oui, au sein du comité Médicis, effectivement, sur les questions d'investissement responsable. Nous avons ensuite Lionel Champellevier, qui a un parcours totalement atypique, c'est un peu le local de l'étape. Il est président de World Racing France, il est né dans le sport automobile, c'est une discipline familiale, il est chef d'entreprise. Lui nous parlera, dans le fond, du rêve industriel à travers la production de prototypes de courses qu'il conduit lui-même et qu'il a installé à Alès. Et puis, enfin, nous avons un universitaire, François Souty, qui est à mon extrême droite, qui est professeur... Et donc à votre extrême gauche, qui est professeur associé à l'Université de La Rochelle, qui a écrit une quinzaine de bouquins, une centaine au moins d'articles dans la presse, qui a participé à de nombreux comités d'experts consacrés aux questions de concurrence, notamment à l'ECDE et à la CNUSED. Et c'est un des fondateurs de la revue Concurrence, au pluriel. Concurrence à laquelle chacun devrait s'abonner, parce que c'est une excellente revue. J'espère qu'elle existe toujours. Oui, oui, d'accord, très bien. On n'a pas fait de gaffe en faisant de la laudation. Je vais demander tout de suite à François Ewald. Oui. Qui était directeur général de Thomson et vice-président de Thales. Oui. Il n'a pas pu être là parce que malheureusement, il s'est fait une fracture de la cheville ou du pied. Ouais, ça... Et on est... Bon, donc il regrette et il aurait bien aimé... Sic transit Gloria Mundi. Nous sommes tous des éclopés, oui. Tu as devant toi deux handicapés, l'un de l'épaule et de l'autre des chevilles. Voilà. François, comment une économie industrielle de modèle fordiste peut-elle devenir une économie financiarisée, expulsant en quelque sorte l'industrie du rêve économique? Écoute, moi je voudrais... je vais répondre à ta question à partir donc d'une présentation, à partir des travaux que nous avons menés avec Yves Perrier et qui sont donc dans cet ouvrage « Quelle économie politique pour la France ». Tu vois, par rapport à ce que tu as dit en introduction, où tu as abordé le sujet que tu me proposes, tu as dit « aujourd'hui les choses changent » et tu as présenté un peu comme les choses, comme si la réindustrialisation était dans le mouvement de l'histoire, comme si c'était un mouvement donné. Moi, je pense qu'on a une vision avec Yves qui est tout à fait différente. La réindustrialisation, ce n'est pas une question sociologique, c'est une question de décision politique. Et il n'y a rien à attendre de... Le contexte est pour nous favorable, mais il n'y a rien à attendre de l'évolution des choses. On attend beaucoup trop de l'évolution des choses. D'ailleurs, si on a désindustrialisé,
c'est en particulier par sociologisme. C'était le sociologisme de la société de service, le sociologisme de la société post-industrielle. Tout ça, c'est des narratifs à base soi-disant d'observation qui sont en fait des manières d'imposer des décisions. Donc la réindustrialisation, c'est une décision. Alors, avec Yves, ce que nous avons comme conviction, c'est que c'est la décision politique la plus grave. Pourquoi c'est la décision politique la plus grave? Non pas parce que la réindustrialisation, ça va permettre d'avoir accès à des biens dont on a vu, par exemple, pendant le Covid, qu'on pouvait en être privé, mais c'est parce que l'industrie est la condition de la puissance nationale. Il n'y a pas de puissance nationale sans industrie. Donc le combat industriel est le combat fondamental. Il n'y a pas d'autre politique que la politique industrielle ou la politique de l'industrialisation avec tout ce qu'elle implique. C'est ce que disait Pompidou. Et notre mentor, d'une certaine manière, c'est Pompidou. Comme, je ne sais pas, enfin non, on ne s'en souvient plus maintenant, mais vous savez, Pompidou avait nommé comme Premier ministre Chaban-Delmas, qui lui s'était lancé dans des trucs à la Alain Touraine, la grande société. Et Pompidou avait répondu, mais ça n'a aucun sens. La seule chose qui compte, c'est l'industrialisation du pays. Cette industrialisation qu'il a menée avec le général de Gaulle pendant cette période de l'après-guerre, les 30 Glorieuses, et qui avait fait de la France la quatrième, ou avec l'Angleterre, 5e puissance mondiale. Bien. Donc, encore une fois, là, on est dans l'ordre de la décision. Et cette décision est la décision politique la plus profonde, c'est ce que je voudrais essayer de dire rapidement. Alors, pourquoi on a désindustrialisé? Ce qu'on a examiné, comment se fait-il qu'on ait désindustrialisé à partir des années 80-90, alors que tout l'effort de la période précédente avait été d'industrialiser et avec succès. On avait fait, le général de Gaulle et Pompidou avaient fait de la France une puissance industrielle qui a, grâce à quoi d'ailleurs on a réussi à passer le cap de la crise énergétique des années 70 grâce au programme nucléaire. La question est de savoir comment, c'est que dans la période des années 80 jusqu'à maintenant, il y a des pays qui désindustrialisent, mais il y a des pays qui industrialisent. Quels sont les pays qui désindustrialisent? C'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, mais ce n'est pas l'Allemagne. Donc ce n'est pas un phénomène occidental. Ce n'est pas le Japon, ce n'est pas la Corée, ce n'est pas la Chine. Et là, on voit bien que la désindustrialisation, le mystère, ce n'est pas un mystère, comment dire, de grande tendance, c'est un mystère de choix. Il y a des pays qui font des choix. Et des choix qui sont des choix de très long terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller très vite. La mode a été, mais ce n'est pas exactement une question de mode, les États-Unis, affaiblis dans les années 70, ont changé ce que nous appelons leur économie politique. On est passé d'une économie politique qui était basée sur l'alignement des trois grands facteurs État, entreprise, citoyens, salariés, à travers les trois big government, big labor, big business. On est passé de ça à un autre régime qui a été le désalignement de ces trois facteurs. Et on a la même chose en France. À partir des années 80, en particulier avec les nationalisations, le monde de l'entreprise
privés en particulier, mais enfin il y a beaucoup de nationalisés, va se mettre en opposition avec l'État. Et on va rentrer dans un régime où les entreprises ne vont plus chercher leur référence, leur responsabilité par rapport à la nation, mais par rapport à leurs actionnaires. Mais dans le même temps, les actionnaires français vont devenir, à coup d'ouverture des marchés, à coup de globalisation, vont devenir à 50% américains. Évidemment, la conséquence, l'actionnariat américain impose des règles de gouvernement d'entreprise qui sont américaines et qui sont des règles de rendement qui sont américaines. La conséquence, c'est que pour les entreprises françaises qui acceptent ce jeu, d'ailleurs qui vont l'accepter pour de très grandes d'entre elles, non seulement en résistant, mais en y adhérant, pour les avantages que cela pouvait procurer, évidemment, cela veut dire délocalisation, cela veut dire pour le pays désindustrialisation. Et donc la thèse que nous défendons, c'est que l'industrie est liée à une économie politique qui met, donc à une philosophie politique, qui met en alignement ces trois facteurs que sont la vision de l'État, la stratégie de l'État, l'un qui porte l'intérêt national, les entreprises qui ont une responsabilité par rapport au pays, et les ouvriers, les syndicats, les citoyens qui doivent participer à bénéficier de cette orientation. Donc, ce que nous proposons, notre vision, c'est de dire qu'il faut reconstituer, sortons de l'économie politique néolibérale qui nous a tellement affaiblis, en tout cas que nous avons joué, nous, d'une manière qui nous a tellement affaiblis, pour retrouver une autre économie politique qui soit capable de reconstituer l'alignement de ces trois facteurs, de ces trois parties prenantes, et qui permette, qui est la clé de la réindustrialisation. La réindustrialisation, donc, passe par une réforme, une repensée des politiques publiques et du rôle de l'État et du gouvernement. Il faut revenir à l'État stratège et à un État stratège qui ait les instruments de gouverner l'économie. Ça veut dire la planification. Non pas une planification arbitraire, publique, mais une planification, d'ailleurs, comme était le plan dans les années 60, une planification concertée qui soit un principe de concertation. Donc, réforme de l'État, un État qui doit être réformé, bien entendu, dans ses modes de gouvernement, mais aussi dans sa gestion et aussi dans son poids. Cela veut dire une modification de la gouvernance d'entreprise. Les entreprises n'ont pas simplement des obligations, des responsabilités vis-à-vis de leurs actionnaires, elles n'ont pas simplement des obligations vis-à-vis de la planète, mais elles ont des obligations vis-à-vis de leur pays, vis-à-vis de leur nation. C'est ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis. Si les entreprises américaines ne veulent jouer un rôle trop... ou en Chine, c'est encore plus criant. Donc, cela veut dire modification. Cela, ça passe par une modification de l'actionnariat et donc la constitution d'un actionnariat français, ce qui avait pu être envisagé dans les années 90 à travers la création de fonds de pension. L'argent des retraites aurait pu servir, comme c'est l'alimentation des fonds de pension anglo-saxons, à avoir cette force de frappe financière. Mais nous l'avons refusé au moment même où nous ouvrions à la mondialisation. Cela veut dire aussi le développement de la participation. Voilà. Et nous pensons que le contexte est favorable à la France pour ce programme politique. Il est favorable parce qu'il y a trois éléments. Nous vivons une grande
réorganisation, redistribution, géopolitique qui met en cause la globalisation, la révolution, la lutte contre le réchauffement climatique implique une révolution industrielle, une réindustrialisation, mais non pas au sens, comment dire, où je l'utilisais peut-être au début, mais un re-engineering de l'industrie sous les nouvelles contraintes, sous les nouvelles normes, et aussi une modification qui est en cours des règles financières et de la manière dont le marché, dont la discipline de marché va apprécier l'activité des entreprises. Voilà pourquoi nous avons à la fois l'appréhension de la lourdeur, de la difficulté de la tâche, mais en même temps un optimisme réaliste. Merci François. Alors, Loïc, tu as écrit il y a quelques années La bataille de l'industrie, un excellent livre dans lequel il y avait le choix en quelque sorte entre l'espoir et le désespoir. Est-ce qu'aujourd'hui, cette bataille peut être gagnée? N'est-elle pas déjà perdue, si je puis dire, par hémorragie ou par grand remplacement, par les intérêts anglo-saxons, si je puis dire? Ouais. J'ai entendu ce que vient de dire notre ami François, et c'est tes premiers mots aussi. Et je dirais que il y a toujours de l'espoir, et c'est la raison pour laquelle je continue à parler, à écrire et à me multiplier. Je continue aussi à être industriel. Mais cet espoir doit résider sur quelques fondements qui sont en train de s'affaisser de manière lourde. Voilà. Et ça, c'est embêtant. C'est-à-dire que à partir du moment où les paroles suffisent pour qu'on ne regarde pas les actes, on ne peut pas s'en sortir. Or, aujourd'hui, il suffit qu'on dise quelque chose pour qu'on considère que c'est fait. Et ça, c'est absolument dramatique pour un industriel et un ingénieur comme moi, c'est absolument dramatique. C'est-à-dire que, par exemple, je suis obligé de dire aujourd'hui que le programme nucléaire annoncé par le président de la République il y a 2 ans n'a pas commencé. Il n'a pas commencé. Il n'existe pas aujourd'hui le programme nucléaire. C'est-à-dire que l'argent qui est dépensé par les industriels qui espèrent que le programme nucléaire va être à un moment lancé, cet argent est issu essentiellement des fonds gagnés sur les marchés extérieurs qui permettent d'anticiper sur un programme qui n'a pas encore commencé. Donc ça fait 2 ans qu'on parle. Mais c'est vrai partout. C'est-à-dire que si vous regardez, ça c'est l'élément le plus grave pour moi, pour l'avenir, mais c'est vrai partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte aujourd'hui. Il n'y a pas d'acte. Il y a des paroles. Et on se satisfait des paroles. Hein, c'est-à-dire qu'il suffit la cerise sur le gâteau, c'est quand même que il y a 2 jours, il y a 3 jours, on vous dit voilà, maintenant on va régler le problème de l'inflation en vendant l'essence à perte. Et bon, c'est sur le gâteau. Et donc j'écoute ça, je suis chez moi tranquillement, coup de téléphone de BFM TV. Bon, est-ce que vous venez passer sur le plateau parce que Madame Borne vient d'expliquer que, etc. J'ai dit, vous foutez de ma gueule. Je vais pas venir sur le plateau pour dire elle a dit des conneries et tout. Ça suffit. Il faut simplement que vous ayez la capacité, vous, de raisonner, dire, il y a eu une parole sans doute malheureuse, un peu idiote, etc. Bon, on l'élimine, c'est pas la peine d'en faire tout un fromage. Une connerie, c'est une connerie. Une connerie, c'est une connerie, même si elle est dite par le Premier ministre ou le Président de la République. Donc, il y a premier sujet, celui-là. Le deuxième sujet, qui va avec le premier, c'est que la désindustrialisation qui a commencé pour moi, nettement après ce que François a dit, mais parce qu'en 97, on est encore dans le coup. Hein, donc, ne faisons pas un mauvais procès à des actions. Quand on est dans le coup, c'est-à-dire qu'on a
une balance commerciale équilibrée. On est au même niveau que les Allemands du point de vue industrie sur le PIB, et on est encore dans le coup. Alors on a perdu beaucoup, mais on est encore dans le coup. Et à partir de 97, c'est la chute. Cette chute, elle continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de faillites de sociétés moyennes et petites dues au prix de l'énergie, elle est continue et elle s'accélère. Le nombre de... Moi, et c'est simple, je suis industriel, je suis prêt à acheter des sociétés avec mes collègues. J'avais 10 dossiers par an de gens qui avaient envie d'arrêter leur travail sur les dossiers qui m'intéressent. Aujourd'hui, j'en ai 100 par mois. Donc c'est lancé. Et ça va très très vite. Très très vite. Donc la désindustrialisation, elle est là et elle continue, quels que soient les discours et quelles que soient toutes les conneries qu'on peut dire à droite et à gauche, et en particulier dans la télévision. Donc c'est un vrai sujet, c'est qu'elle est lancée. Et que le dernier point, c'est que les causes de la désindustrialisation qu'a indiqué François sont les causes premières. Mais derrière, il y a eu des causes extrêmement fortes qui continuent à être là et qui continuent à être développées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je considère que les normes et règlements environnementaux condamnent une grande partie de l'industrie que je connais. Et que le prix de l'électricité tel qu'il nous est donné condamne 50% de l'industrie française existante. Donc on peut très bien, on est aujourd'hui à 10% par rapport au PIB, on pourrait très bien être dans 2 ans à 5% du PIB dans l'industrie. Ça va être très vite, parce que nous ne sommes pas compétitifs, et nous avons structurellement, nous sommes pas compétitifs, puisque l'ensemble non pas des actes, mais des décisions prises sur les normes et règlements sont susceptibles de nous mettre en situation difficile. Donc aujourd'hui, l'ensemble de mes collègues sont en train de regarder, est-ce que je pars en Tunisie, est-ce que je pars au Maroc, est-ce que je pars là. L'ensemble, il n'y en a pas un qui n'ait pas ce point de vue aujourd'hui, en disant, bon, de toute façon, on est foutu, par conséquent, autant garder un petit quelque chose en France, et puis essayer de voir comment on peut se mettre à l'extérieur, puisqu'on ne peut plus faire. Alors, un exemple simple, c'est, vous avez aujourd'hui 40 médicaments basiques de la vie courante qui sont distribués avec des malades dont vous êtes peut-être, dont je suis, qui ne sont plus distribués en France. Il y en a 40. Des médicaments basiques. Il n'y a pas que l'amoxicilline et le paracetamol. Il y a 40 médicaments que vous pouvez avoir. Et la seule manière de les avoir, c'est de partir en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc., en Suisse, pour les avoir. C'est des gens qui ont ça sur l'ordonnance, ils vont au médecin, non, il n'y a pas. Il n'y a pas combien de temps. Ah bon, non, on n'est pas, on les a pas. Donc, on est effectivement dans cette situation-là, et il faut se confronter à cette situation, et non pas au discours et aux examens qui sont faits. Vous avez eu hier une grande offensive sur le fait que RTE avait fait un rapport qui montrait que les éoliennes et le solaire étaient complémentaires du nucléaire, et que grâce à ça, on allait résoudre le problème de l'électricité, et que comme on mettait 15 ans à faire une centrale nucléaire en France, au lieu de 7 en Chine, c'est la même, hein, donc on se demande pourquoi on fait 15 ans par rapport à 7, on allait faire de l'éolienne plein pot et du solaire plein pot, et comme ça, on résolvait le problème pour attendre les centrales nucléaires. Complètement idiot. Complètement idiot. On n'a pas besoin d'éoliennes en France, on n'a pas besoin de solaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, et la courbe qui était montrée par le rapport RTE, sur laquelle s'appuyait le gouvernement, montrait qu'effectivement, en 2050, on n'avait plus besoin ni de gaz, ni de pétrole, etc. Complètement faux. On va si jamais on fait de l'éolien et si jamais on fait du solaire, on a besoin de gaz. Et par conséquent, la priorité n'est pas de faire de l'éolien et du solaire, c'est de faire du gaz le plus tôt possible, de façon à pouvoir passer le pic de consommation. On vous assène des paroles, pas des actes, et on est dans des difficultés. Donc aujourd'hui, parler de réindustrialisation est un leurre infini, parce que moi, j'essaie de conserver
les secteurs industriels qui existent. Et c'est très difficile. Sur les 7 entreprises que je préside, des petites entreprises, bon, j'en ai 2 en difficulté, pour les remettre en selle compte tenu des règles environnementales, je vais avoir des difficultés. C'est-à-dire que je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Je vais essayer, mais il faut que j'arrive à passer à travers. Pourquoi? Parce que les normes environnementales, c'est-à-dire les normes et règlements, sont contradictoires. Vous avez des injonctions contradictoires. Donc vous avez en face de vous des gens qui utilisent une partie des normes et règlements, et puis si jamais ils sont de mauvaise humeur, ils prennent l'autre partie qui dit exactement le contraire, et ils vous condamnent. Et ils vous demandent de fermer. Donc il y a un problème à cet égard. Donc nous sommes dans la phase ultime peut-être de désindustrialisation de pays, et il faut se confronter à cette réalité. Hein, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une phase où on réindustrialise, comme le dit tous les jours Monsieur le maire, pas du tout. On est dans une phase de désindustrialisation accélérée sur laquelle il faut mettre le plus rapidement possible un frein. Et le fait que, et je reprends le mot de François tout de suite, le fait qu'il dit, voilà, c'est facile, on va faire marcher l'État. Le problème, c'est que l'État ne marche pas, on n'a plus d'État. Donc, moi, je veux bien qu'on dise un État stratège, mais il faut d'abord... Je veux bien qu'il y ait un stratège, mais il n'y a pas d'État stratège. Il y a un État qui n'existe plus. Donc reconstituer l'État en 2, 3 mouvements pour qu'il soit stratège, c'est beaucoup. Il dit n'importe quoi. L'État dit n'importe quoi sur tous les sujets. Par exemple, on dit il faut mettre 7 milliards sur l'hydrogène. Bon, M. Potier, président de la Liquide, il mettait 7 milliards sur l'hydrogène parce que c'est son intérêt, puisque c'est lui qui en vend. Bon, puis on dit maintenant c'est l'État qui veut mettre 7 milliards, c'est votre argent qu'on va mettre. Bon, alors Potier, il met très bien, je vais mettre l'argent ailleurs, je vais prendre les 7 milliards de l'État, il a raison. Hein, mais c'est pas en quoi est-ce que l'hydrogène est la solution au problème que nous avons? Il faut le démontrer. C'est pas la peine, c'est pas parce que le président de la République ou le Premier ministre dit la solution c'est l'hydrogène que c'est vrai. Il faut revenir à un débat technique industriel pour savoir quel est le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes capables d'avoir une politique d'une énergie abondante, bon marché et souveraine le plus rapidement possible. Ça, c'est le débat d'à côté, mais c'est le débat fondamental. Est-ce que j'ai une énergie abondante, bon marché et souveraine? Si je n'ai pas une énergie abondante, bon marché et souveraine, je disparais. C'est clair. Alors, on peut effectivement faire des start-up avec des algorithmes, et encore, du bateau, on n'aura plus de possibilité de brancher, de se brancher nulle part. Donc, on aura donc, ce sera encore pire. Donc, c'est ça le sujet. Et le sujet n'est pas la réindustrialisation aujourd'hui. C'est l'arrêt de la désindustrialisation en se confrontant au monde réel. Et le monde réel, c'est que nous continuons à nous désindustrialiser. Voilà. Merci Loïc. Lionel, est-ce qu'il y a un espoir malgré tout à travers ton cas? Bonjour à tous, Lionel Champolovier, donc je suis entrepreneur dans cette belle région du Gard. J'ai 52 ans, marié, 4 enfants. Alors pour moi, il y a de l'espoir, bien sûr. Il y a toujours de l'espoir tant qu'il y a de la vie, comme on dit. C'est vrai qu'après Loïc, c'est assez difficile d'intervenir. La vision de Loïc est très réaliste, très réaliste. Et malheureusement, je partage de nombreux points qu'il a pu évoquer. La disparition de l'État. Bon, je suis à cheval sur plusieurs industries. L'industrie automobile, au travers de construction de prototypes, c'est une niche sur laquelle nous travaillons également les aspects énergétiques. Et on développe aujourd'hui des véhicules électriques et bientôt hydrogène, hybrides, etc. Donc on est très attentiste à ce sujet. Et également dans l'industrie de la construction immobilière. Et je me désole de voir effectivement en France certaines difficultés sur cette industrie, par exemple, depuis plus d'1 an. Voilà, je suis un petit peu comme Loïc sur ce sujet-là. Comment s'exercent les concours de l'État ou les concours de la région au bénéfice de ton activité industrielle? Les concours de l'État et les concours de la région sont des concours qui sont... comment pourrait-on dire, très administratifs. Nous les attendons un peu plus efficaces, je pense, comme la plupart des entreprises. Voilà, on nous promet beaucoup de choses, mais c'est toujours délicat aujourd'hui pour avancer.
Heureusement que nous avons de nombreuses volontés pour créer des emplois. Voilà. Malgré tout, créer de l'emploi en France aujourd'hui et les bons emplois restent une priorité. C'est assez difficile. Mais est-ce que l'argent de l'État ou l'argent du conseil régional est indispensable pour développer ton activité? Rien n'est indispensable. Donc on peut s'en passer. Je ne suis pas certain. Aujourd'hui, l'intervention tout à l'heure de notre ami sur l'intervention de l'État, je l'ai trouvée également très intéressante. Il faut être réaliste aujourd'hui pour faire une industrie. Il faut un produit, il faut des clients, il faut des gens pour construire ce produit, pour le fabriquer. Il faut un homme pour mener ça. Très souvent, une industrie ou une entreprise, c'est lié à une personne ou un groupe de personnes. Donc aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi depuis la mondialisation de l'économie des années 80, et comme le disait Eric très justement, depuis peut-être 1997, la balance commerciale est très déficitaire. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, la balance commerciale de la France est revenue à celle de 1949. Il faut être conscient de ce chiffre-là. 164 milliards de déficit. On a l'impression d'être après-guerre. Je n'ai pas vu le plan Marshall, malheureusement. Et j'aimerais bien le voir comme tous les entrepreneurs, je pense, comme Eric. Donc aujourd'hui, posons-nous les bonnes questions. Il faut effectivement, je pense, une intervention rapide de l'État. Pourquoi laissons-nous des pans entiers de l'économie et de l'industrie comme la construction actuellement se casser la figure? Il faut être réaliste, il faut ouvrir les yeux. Je suis... Non mais revenons au sujet de la réindustrialisation. Oui. Est-ce que les concours de l'État t'apparaissent indispensables pour t'aider à construire ton projet industriel? Aujourd'hui, oui, je pense que le concours de l'État est quasiment indispensable. Quelle est la part aujourd'hui des aides publiques dans tes investissements? Zéro. Bon, donc tu te développes sans aide publique. On se développe sans aide publique. Aujourd'hui, on nous promet des tas de choses. Il y a beaucoup de choses qui existent. Qu'est-ce qu'on te promet, par exemple? Par exemple, prenons le point de l'emploi. Aujourd'hui, quand on crée une industrie, il faut avoir des hommes pour travailler. Via l'État, via Pôle emploi, il y a plusieurs dispositifs qui existent, qu'on essaie de mettre en place. C'est très difficile de former les personnes, de les conserver au sein des structures. C'est extrêmement difficile. Une personne va refuser un contrat parce que ça m'est arrivé il y a 2 jours. Je suis encore choqué. La personne qui est au chômage m'a refusé le contrat parce qu'elle gagnait 1,67 € de trop sur ce contrat pour continuer à percevoir les aides de l'État dont elle est bénéficiaire. 1,67 €. Je l'ai fait répéter 3 fois, je crois. Et là, j'ai fermé le dossier. C'est très difficile dans ce contexte. Les normes environnementales s'appliquent-elles à ton domaine? Bien sûr, bien évidemment. Comme tout le monde, nous y sommes confrontés. Nous avons tous les mêmes difficultés. Et quel est ton interlocuteur auprès de l'État ou de la région sur le sujet? Nous avons plusieurs interlocuteurs. Je ne sais pas si c'est important de nommer ces personnes. Non, mais pas les noms, mais voilà, quels sont les... Ce sont des personnes qui dirigent la région, par exemple. C'est l'agence régionale L'agence régionale pour l'emploi, l'agence, toutes les agences de développement. Aujourd'hui, il existe, je pense, autant de services que d'aides que peut en compter l'État. On arrive à une aberration. Il faut bien voir que pour moi, l'État empêche aujourd'hui. Hein, c'est clair. Pour moi, l'État empêche. Il n'aide pas, il empêche. Par conséquent, dès que j'ai un rapport avec l'État, il va m'empêcher. Et si jamais je lui demande une aide, il dit voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut que je dépense 3 fois plus d'argent que ce qu'il va me donner, donc ça ne sert à rien. Donc, mais l'État empêche, c'est-à-dire l'AIDREAL, l'agent du travail, l'ensemble des acteurs de l'État empêchent l'industriel aujourd'hui de faire de l'industrie. C'est ça son rôle. Et il n'a pas envie qu'on fasse de l'industrie. Par conséquent, il n'y a pas d'État qui m'intéresse moi aujourd'hui. Donc c'est pour ça que l'État de François, le stratège, j'en suis plus là. Moi, j'ai un État qui m'empêche de travailler. Parmi les facteurs, si je puis dire, non pas de croissance, mais de décroissance, il y a l'Union européenne. François, est-ce que tu peux nous éclairer sur l'évolution de la politique de la concurrence, sur la politique des aides publiques européennes, à l'aune plutôt de l'Union européenne? Merci Bernard. Alors, intervenir après tous ceux qui m'ont précédé, c'est mission impossible. Mais je suis très courageux et je réponds tout de suite que oui, pour ma part, j'ai une conviction. On peut sans aucun doute réindustrialiser la France. Alors,
compte tenu du fait que Bernard veut que j'intervienne sur l'Europe, je vais commencer par ma conclusion, ce que j'avais prévu en conclusion, et peut-être petit à petit, je remonterai, d'ici la fin de notre matinée, à ce que j'avais envie de dire au début, qui était au début, d'ailleurs, pour malgré tout faire la parenthèse, je réfléchis de manière extrêmement optimiste à la possibilité de réindustrialiser la France en m'appuyant sur les leçons de l'histoire. Je termine actuellement ma carrière de 44 ans au ministère de l'économie français et pendant 8 ans, les dernières années, dans les systèmes européens. Donc je crois connaître particulièrement de l'intérieur la machine bercienne et maintenant de l'intérieur un peu la Commission. Mais fondamentalement, je suis un universitaire et un historien de formation, spécialiste de l'histoire du XVIIIe et du XIXe siècle. Et pour comprendre pourquoi on peut réindustrialiser la France, on peut observer qu'à plusieurs reprises dans notre histoire, nous avons atteint des situations dramatiques où nous avons non seulement réindustrialisé, mais nous l'avons industrialisé. Et on l'a fait d'une série de manières que l'on peut systématiser, j'allais presque dire, et classer en fonction de caractères ou de caractéristiques immanentes, permanentes, et d'autre part, des circonstances évolutives. Donc nous sommes exactement à la croisée des chemins, et la typologie que je dresse, nous pourrions la dresser parfaitement maintenant sur la politique industrielle. Colbert, Napoléon III et De Gaulle. Colbert, Napoléon III, De Gaulle, je pense également au Japon libéral-démocrate des années 55-80, je pense au gouvernement libéral de Lomergouin au Québec, qui a préparé la Révolution tranquille 30 à 40 ans avant que cela se passe, du temps du général de Gaulle d'ailleurs. Lomergouin, il gouvernait le Québec, il a rénové, il a créé l'industrie du Québec entre 1905 et 1920 à peu près. Et malgré tout, pour vraiment, j'allais dire, employer un terme anglo-saxon, parce que je pense et je travaille malheureusement énormément en anglo-saxon, si j'ose dire, à Bruxelles ou même en Géorgie où j'étais il n'y a pas si longtemps, la politique énergétique qui a été évoquée par Loïc Le Floch-Prigent, ça a été le principal axe de développement industriel du Québec, avec le projet notamment Hydro-Québec. La révolution énergétique, ça a été l'un des principaux outils de l'État gaulien. La révolution industrielle napoléonienne, elle est passée par une révolution énergétique et une révolution dans le domaine des infrastructures. Et dans les circonstances où nous sommes, nous voyons également une série de contraintes qui n'existaient pas à l'époque du général de Gaulle, à l'époque de Napoléon III, à l'époque de Lomergouin au Québec, voire à l'époque du Japon libéral-démocrate des années 50 aux années 80, voire de la Corée des généraux qui ont industrialisé la Corée en un temps record d'à peu près 20 ans, dans les années 60-80. C'est d'une part le contexte européen, le contexte géopolitique européen où nous sommes, mais quand on a parlé de géopolitique, on parle d'Europe, on parle de conflit Russie-Ukraine. Les thèmes qui ont été évoqués ce matin dans la première séance, si j'ose dire, sont extrêmement prégnants, mais ils ont existé dans certaines circonstances auparavant. Alors, toute la question, pour recentrer le débat sur l'Europe, c'est de voir comment la France, dans l'Europe d'aujourd'hui, dans les circonstances où nous sommes, avec de surcroît une pression de transition de modèle industriel vers la société de l'information, de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux ou peu, d'ailleurs des plateformes bifaces, celles qui travaillent directement entre elles ou à l'égard des consommateurs vis-à-vis de donneurs d'ordre, c'est de réinventer un certain nombre de choses. Et de ce point de vue-là, l'Europe peut parfois trouver son utilité, parfois c'est un instrument contraire à nos intérêts, voire adversaire, et parfois elle est totalement neutre. François, depuis à peu près 2 ans, le discours européen, enfin le discours de la Commission en particulier, oui, sur la question de la concurrence a évolué. Oui. Est-ce que tu as le sentiment qu'on passe de la parole aux actes? Est-ce que tu penses qu'on tourne le dos à cette théologie de la concurrence que j'évoquais tout à l'heure? Ou est-ce que tu restes pessimiste sur les orientations de la Commission sur le sujet? Non, je suis de naturel optimiste, tout est toujours possible. Non mais attends. Je réponds à ta question. C'est pas la réponse que j'attends. Oui, bien sûr. Je réponds à ta question. En fait, tu m'as aussi demandé de manière subliminale
où sont les blocages? Voilà, tu vois, je l'ai bien compris. Où sont les blocages? Blocages, ils sont clairement dans le couple Commission-Parlement européen. C'est un blocage de nature politique. Nous sommes dans un système au Parlement européen, j'allais dire, monothéiste. Il y a un groupe de 3-4 partis qui font, j'allais dire, le droit, qui sont en interaction permanente avec la Commission et en phase. Ça concerne bien sûr le PPE, mais aussi la gauche européenne unie, les écologistes et les libéraux. Est-ce qu'il est possible d'organiser une politique alternative avec ce monolithe? Personnellement, je ne le crois pas. Et c'est un facteur de blocage. Ce monolithe, il est dominé de manière plus ou moins subliminale par un couple qui, à mon avis, est totalement fantasmé et paralysant. Le couple franco-allemand. J'allais presque te dire, pour arriver à ma conclusion, si on veut changer de modèle, il faut effectivement réfléchir aux options politiques qui sont ouvertes et que nous pouvons proposer aux uns et aux autres. Est-ce que le maintien du couple franco-allemand est une option? Est-ce que le maintien d'un monolithe qui n'est pas à droite ou à gauche, je ne me prononce pas, mais toujours au centre, est une manière de proposer des alternatives, des possibilités de modifier la situation? Je ne le crois pas. Sur certaines politiques, en particulier celles que je connais le mieux, effectivement, j'ai consacré non seulement un livre au droit européen, mais au droit américain de la concurrence, au droit allemand de la concurrence, au droit britannique de la concurrence, et au droit de la concurrence à l'égard des collectivités locales françaises. Ça fait 500 pages. Ça fait dormir à la fin. Et pourtant, ben oui, ça fait dormir parce que c'est impossible de résumer la politique de la concurrence dans sa déclinaison par rapport aux collectivités locales en moins d'un certain nombre de pages. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En revanche, comment est façonnée la politique de la concurrence? Ça, c'est plutôt relativement simple. Après, je vous demande de me croire pour l'instant sur parole, et après, on pourrait examiner point par point. Je suis un universitaire, donc généralement, j'ai souvent des notes de bas de page que seuls les universitaires, dont seuls les universitaires ont le secret, et qui ne sont pas toujours lus. C'est comme les contrats d'assurance, les petits caractères, les gens, avant de les signer, ne les lisent pas. Ça, c'est une erreur. Le droit de la concurrence, la politique de la concurrence, en vérité, il est façonné à Washington. Toutes les doctrines, tous les instruments, toutes les déclinaisons, toutes les méthodologies, avant d'être pensées, conçues à Bruxelles, ont été pensées, conçues aux États-Unis, sur à peu près 50 ans. Et ensuite, ce sont des fluctuations, des allers-retours entre certaines conceptions de la concurrence, pour faire simple. On embauche même les économistes américains. Alors, je vais y venir. Je me prononce bien entendu en tant que purement universitaire et tout ce que je dis ne peut engager que moi-même en tant qu'universitaire. Bon. C'est très très intéressant d'ailleurs cette évocation de l'économiste américaine parce que, comme je le disais, il y a des mutations industrielles, il y a l'apparition de nouvelles contraintes de nature technologique, l'intelligence artificielle, tout ce qui concerne le digital, et l'une de ces contraintes qui n'a pas été pensée encore, je crois, en Europe, qui a été pensée aux États-Unis, et où les États-Unis hésitent entre deux grandes tendances, en gros une tendance démocratico-populiste et une tendance républicaine, conservatrice, néolibérale, avec une espèce de fusion entre les deux de temps en temps. Pendant la période Trump, en particulier, les États-Unis ont paru choisir un mix entre la version démocrate de la politique de la concurrence, en théorie très interventionniste, et la version républicaine de la politique de la concurrence, en principe purement non interventionniste, ce qu'on résume par l'école de Chicago et ses principes monétaristes de mise en œuvre, c'est-à-dire hands-off pour l'État, big government is bad, point à la ligne. Et quand on a dit ça, big government is bad, est-ce qu'on laisse faire les GAFAM quand on est américain? Et justement, les Américains, notamment le président Trump en son temps, dénonçaient Google, dénonçaient Amazon, dénonçaient un complexe, j'allais pas dire militaro-industriel comme auparavant, et il était dénoncé 20 ans auparavant par les démocrates, mais il dénonçait le complexe constitué entre les propriétaires d'Amazon ou bien de Microsoft, de Apple, et la presse, par exemple, une collusion.
qui d'ailleurs l'a vraiment traqué. Et donc, pour ce faire, il a conçu une vision moyenne qui mélange l'idée que la politique de la concurrence américaine doit s'intéresser aux petits, aux PME, aux entreprises, qui est une conception traditionnellement défendue plutôt par les démocrates. Et d'autre part, il doit attaquer les superpuissants, ceux qui s'attaquaient à sa propre existence en l'occurrence. Et donc, nous sommes dans cette situation où la doctrine américaine est en train d'évoluer. Elle se cherche, elle ne s'est pas encore trouvée. Dans ce contexte, de ce côté-ci de l'Atlantique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une prise de conscience que dans le top 15 de l'économie digitale, qui est l'économie la nouvelle version d'une révolution industrielle, qui est maintenant une révolution de l'information montante, nous avons des Européens qui sont totalement exclus du top 15 constitué par les GAFAM, les NATO, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, etc. Bon, tu veux dire qu'on est passé à côté de l'histoire? Non, parce que le Parlement européen, sous l'impulsion allemande, a réagi depuis à peu près 10 ans à cette absence de présence européenne dans le domaine de l'économie digitale. Oui, on n'est toujours pas dans les 15 premiers. Mais on n'est toujours pas, bien Il n'y a sûr. pas une seule entreprise européenne dans les 15 premiers. Mais parce qu'on n'a même pas commencé à mettre en œuvre. Non, mais je veux dire, si on y a réfléchi il y a 10 ans, 15 ans, 10 ans après, il n'y a toujours rien. Ah, mais tout à fait. Et pire encore, on n'est pas dans le top 100 de ceux qui sont en train d'émerger. Les licornes qui viennent derrière les GAFAM, les NATO et les BATS chinois. François, je vais être obligé Non, je termine. d'abréger parce qu'on n'a plus que 15 minutes pour interroger la salle. Et donc, je voudrais... un point très important je te laisse néanmoins. 1 minute. Allez. En ce moment, nous sommes en train de réfléchir et de travailler sur le Digital Markets Act et sa mise en œuvre, qui a été adoptée il y a 2 ans, qui n'est pas encore commencé à être mis en œuvre. Et c'est là-dessus que se fait actuellement l'offensive américaine, parce que la venue de la fameuse américaine qui était envisagée, elle était prévue précisément venant, pour sa part, elle, de la sphère des GAFAM, de conseillère des GAFAM, c'était de s'occuper, de nous donner à nous les critères européens qui permettraient d'appréhender et de mettre en œuvre le fameux DMA. Vous voyez, c'est un peu tortueux, mais c'est exactement ce qui était l'objectif de la manœuvre. Et maintenant, pour les Américains, c'est d'essayer d'annihiler ou de réduire la capacité de mise en œuvre du DMA, parce que, par ailleurs, au Congrès des États-Unis, ils ont fait chou blanc, ils n'ont pas réussi à imposer une législation qui permette d'appliquer le droit antitrust américain de manière efficace à la position dominante de leurs propres opérateurs. Merci François. Juste avant de passer la parole à la salle, une conclusion sur ce sujet. Me vient à l'esprit un mot de Baudelaire: la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Je crois que c'est bien applicable aux Américains.